Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous suivre et nous espérons que vous allez bien. Alors vous êtes encore nombreux aujourd'hui, alors pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour les treks et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaire et Saiga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Pour ma part, je suis Renaud Fulconis et je suis en charge des activités de Saiga. Alors, cette conférence est enregistrée et sera dans les prochaines heures ou dans les prochains jours accessible, comme toujours, en replay sur la page Secret Planet sur YouTube, où se trouvent également les entretiens précédents. Alors, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Bayon. Comment vas-tu, cher Jacques? Ma foi, ça va bien. Ça va bien. Je fais attention au micro, à la caméra, à tout ça, et je suis à ta disposition pour répondre. Bon, ben c'est parfait. Les questions ne vont pas tarder. Alors, nous avons abordé le sujet des loups avec une de nos connaissances communes, Jacques. Il s'agit de Farid Benamou qui avait répondu à mes questions lors d'un entretien il y a de cela environ 2 mois. Et puis, nous l'avons abordé récemment encore avec l'aquarelliste belge Yves Fagnard au sujet d'un affût de 14 jours effectué en Finlande en mars dernier avec le photographe Olivier Larrey. Un voyage au cours duquel ils ont photographié et dessiné des loups observés à plusieurs reprises sur la fin de leur séjour, réalisés dans des conditions spartiates. Et vous pourrez bien sûr retrouver ces interviews sur le blog de Saiga. Alors Jacques, c'est notre intérêt commun pour les loups qui nous a permis de faire connaissance. Et en fait, pour nous situer géographiquement, nous sommes à simplement une quinzaine de kilomètres de distance, toi et moi, puisque tu es au sud de la ville d'Orléans et que moi, je suis à l'est de la ville d'Orléans. Tu t'intéresses en autodidacte à la faune sauvage depuis une 50aine d'années maintenant. Ainsi, depuis les années 70, tu te passionnes pour les cervidés, puis pour les grands prédateurs. En 1990, tu écris un premier livre sur le loup, édité par l'Association des naturalistes orléanais, qui sera suivi de plusieurs autres sur l'histoire du loup dans ta région, et donc la mienne actuellement, l'Orléanais, la Beauce, le Gâtinais, la Sologne. Tu collabores également à l'organisation de colloques internationaux sur le loup et le lynx au Muséum national d'histoire naturelle d'Orléans, au Muséum d'Orléans, c'est comme ça qu'on l'appelle, je crois. Amateur de voyage nature, tu as fréquenté la plupart des contrées également fréquentées par les grands carnivores, notamment en Europe de l'Est et puis aussi aux États-Unis dans le parc du Yellowstone. Mais tu n'as vu un loup, je crois, qu'une seule fois pendant une trentaine de secondes, et si je ne me trompe pas, c'était au Québec. Et ton activité associative en ce moment est centrée sur l'animation d'un groupe de travail sur le loup en région centre, afin de préparer l'opinion à l'arrivée de l'espèce dont quelques éclaireurs ont déjà été observés. Un groupe de travail qui s'appelle la Crécile et auquel j'aurai le plaisir de participer également bientôt. Alors Jacques, si tant de personnes s'intéressent aujourd'hui au loup, c'est notamment qu'il est très présent dans les médias et en fait, ma réflexion là, c'est qu'il a peut-être été toujours présent dans les médias, en tout cas dans l'histoire de la presse, tu nous le diras. Mais toi, comment en es-tu venu à t'intéresser à cette espèce emblématique? Eh bien, j'ai commencé à m'intéresser au loup à cause de la forêt d'Orléans, qui est proche de chez toi d'ailleurs, et à cause du cerf. Parce que dans les années 70-75, avec quelques copains, on était des fanatiques de photos animalières, de chasse photographique, comme on disait à l'époque, et on fréquentait beaucoup la forêt d'Orléans. Alors en forêt d'Orléans, on y trouvait évidemment les cervidés, les cerfs, les chevreuils, on y trouvait les sangliers, mais on y trouvait aussi des personnages que moi je découvrais, qui étaient des sortes de broussailleux, des collectionneurs de mues de cerf, des gens qui suivaient les chasses à courre, de gens qui étaient complètement fous du cerf. Et en discutant avec eux, je me suis rendu compte que la mentalité dominante, c'était de dire, ben, c'est des chasseurs qui parlaient comme ça, il n'y a plus de prédateurs pour réguler la population de cervidés, donc on est obligé de les chasser. Alors, bon, moi, je n'avais pas tellement d'avis sur la question, chasse ou pas chasse, à la limite, ce n'était pas ça qui m'intéressait, c'était de comprendre comment ça pouvait fonctionner, comment ça avait pu fonctionner avant, quand il y avait un équilibre naturel peut-être existant et qui ne posait pas de problème. Et donc, ma curiosité sur l'histoire du loup a commencé à partir de ce questionnement-là.
Donc, j'ai commencé à chercher dans les archives, dans les documents écrits, dans les bouquins des historiens, si on trouvait des choses concernant le loup dans la région. J'en ai trouvé un petit peu, mais pas énormément. Il faut dire qu'à l'époque, dans les années 80, il y avait en France à peu près 3 personnes ou 4 qui s'intéressaient au loup. Les gens en étaient tous, pour la plupart, y compris les naturalistes, restés au stade du petit chaperon rouge. Et j'ai été aidé par notamment 2 personnes à qui je suis redevable de mon démarrage dans la carrière de lupinologue averti. Un historien amateur des Deux-Sèvres, Claude-André Fougerolas, qui est décédé depuis longtemps, qui m'a donné toute sa collection de documents de vieux papiers en me disant peut-être que là-dedans vous allez trouver des choses qui vont vous intéresser. Et puis le deuxième personnage, c'était Daniel Bernard, un historien berrichon, qui lui avait déjà fait un bouquin sur le loup, ou même peut-être plusieurs, et qui m'a piloté pour explorer les archives locales, départementales, communales, mais surtout les archives nationales. Il faut savoir que dans le Loiret, les archives départementales ont disparu à cause des bombardements pendant la dernière guerre, donc il n'y avait pas grand-chose dans les dossiers sur la louveterie. Donc ma curiosité a commencé de cette manière-là, petit à petit, en collectant des informations éparpillées, disparates, des fois un peu bizarres, sur le loup. Et puis j'ai rencontré un jour par hasard une journaliste qui s'ennuyait un petit peu à Orléans parce qu'elle avait une page, la responsabilité d'une page qui n'était pas vraiment passionnante. Elle lui revenait d'Afghanistan ou je ne sais pas trop où. Elle lui dit, c'est rigolo votre histoire de loup. Moi, je vais vous faire une page là-dessus si vous voulez. On en parle. J'ai dit d'accord. Je vais concocter un espèce de petit questionnaire à usage des personnes âgées. Et qui disait en gros, est-ce que vous avez le souvenir des loups? Est-ce que dans votre famille, il y a des grands-mères qui avaient des loups dans leur entourage, qui étaient bergères en Sologne ou ailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je lui dis, je vais recevoir 3 lettres de gens qui me répètent des choses qui ont déjà été dites 1000 fois. Et en fait, j'en ai reçu 150 témoignages. Des témoignages venant de toute la région, de gens qui, dans les parents, la famille, avaient connu l'époque des loups. Et donc, ça m'a fait une documentation assez dense, assez importante, que j'ai pu frotter, comparer avec les documents d'archives et avec les documents bibliographiques. Donc, mon histoire avec le loup a commencé de cette manière-là, et elle a duré un moment parce que c'était long. À l'époque, il n'y avait pas ni Internet ni les ordinateurs, donc il fallait prendre des notes avec des bouts de papier pour essayer, puis essayer de rédiger tout ça. Et quand j'ai eu fini dans les années 90, effectivement, j'ai produit un document, un gros bouquin maladroit sans doute avec les naturalistes dont tu as parlé tout à l'heure, qui s'appelait Nos derniers loups. Et donc j'étais très, très contente de ça. Et à ma grande surprise, il est parti, les 1000 exemplaires qu'on avait réussi à faire tirer en cherchant des sous un peu partout, sont partis en un mois. Donc ça nous a complètement stupéfait de voir que le loup était finalement encore dans les mémoires, et on a dû faire une seconde édition. C'est alors que, je m'arrêtais là, c'est alors que le loup a eu la bonne idée de revenir en France dans les années 90, exactement en 92 officiellement, mais ça doute un petit peu avant. Et donc ça a renouvelé mon intérêt pour la bestiole, en plus de l'aspect historique qui m'avait assez passionné et occupé beaucoup. Eh bien, il y avait cette actualité qui, de seul coup, nous arrivait dessus et qui a fait que j'ai eu une activité dans le cadre associatif et individuel, sur le loup pour accompagner son retour, d'abord dans le Mercantour et puis maintenant à bon quart sud-est et est de la France. D'accord, alors en effet, le loup fascine, tu viens de l'illustrer par un exemple, mais finalement, est-ce que tu veux bien commencer aussi par nous dire ce qu'est un loup? Qu'est-ce qu'on entend quand on parle d'un loup? Et puis évidemment, pourquoi à tes yeux le loup fascine à ce point? Parce qu'ils ne sont pas a priori des animaux que l'on voit dans les contes. Alors, qui sont-ils vraiment? Oui, alors le loup, on peut en parler de toutes sortes de manières, des plus pointus aux plus fantaisistes. Et dans la catégorie des histoires fantaisistes, il y a évidemment tous les contes et légendes, qui sont la plupart du temps, mais pas toujours, disons, à côté de la plaque par rapport à la connaissance du loup, la connaissance biologique du loup. Ça, c'est une difficulté qui a commencé à s'atténuer un petit peu avec l'arrivée du loup, puisqu'on a commencé à l'étudier, mais qui continue de nos jours à énerver un petit peu tous les connaisseurs. Par exemple, on a tous entendu des tas de fois
l'idée selon laquelle dans une meute, il y avait le couple dominant, le mâle qui empêchait les autres d'approcher sa femelle. C'était une espèce de mythe qui date depuis les années 40 et qui seulement, il y a très très peu de temps, a été remis en cause par les meilleurs scientifiques. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le loup, on l'avait surtout étudié en captivité, mais rarement dans le milieu naturel. Et depuis que on peut l'étudier dans le milieu naturel, soit parce qu'il y a des programmes de recherche sur le sujet, notamment dans les pays anglo-saxons, enfin aux États-Unis, soit parce qu'il y a des naturalistes obstinés, pointus, performants et doués qui arrivent à filmer des morceaux de la vie du loup. On est en train de changer un petit peu la perception qu'on avait du loup. Il y a une autre chose qui est en train de bousculer nos idées préconçues, c'est l'arrivée de la génétique. Actuellement, toutes les connaissances sur les espèces sont remises en cause très souvent par les études ADN. Sur le loup, on trouve des choses assez surprenantes. Par exemple, il y a un laboratoire de l'Université de Lausanne qui fait des études sur les loups anciens, c'est-à-dire les loups conservés dans les musées ou chez les particuliers. Il y a plusieurs équipes qui travaillent là-dessus, il y a des Anglais, il y a des Américains. Et on s'aperçoit que finalement, les loups d'autrefois, c'était peut-être des loups, mais c'était aussi souvent des hybrides, des mélanges de chiens, de ferme et de loups. Et puis, il y avait aussi des loups venant de régions différentes. Et là, je vais en reparler après pour revenir aux témoignages anciens que j'ai pu recueillir. C'est qu'autrefois, on le savait déjà, ça, mais on le redécouvre aujourd'hui. Les anciens disaient, il y a des loups dans telle région, mais des loups étrangers au pays, des loups plus gros que d'habitude. Donc, en fait, ils étaient certainement des mauvais communicateurs, les gens d'autrefois, peut-être sans doute des piètres scientifiques. Ils ne se posaient pas de questions par rapport au loup, il fallait se tourbir de toute façon parce qu'ils mangeaient des moutons, mais ils avaient un regard sur l'animal qui était finalement assez juste. Et ce regard-là, si on le croise avec les données que les scientifiques nous apportent avec les analyses ADN, ça montre que au travers des siècles, on peut arriver à approcher une vérité un peu plus fine sur le loup. Par exemple, on sait maintenant qu'il y avait probablement en France autrefooi des loups qui venaient peut-être d'Italie, hein, comme la variété actuelle qui a investi les Alpes et une partie de la France, mais sans doute aussi des loups venus d'Espagne, puisqu'il n'est pas la même chose d'espèce, hein. Et puis peut-être des loups d'Europe de l'Est qui sont manifestement plus gros, de Pologne ou d'Allemagne. Et des mélanges, probablement des métissages entre ces différents loups-là, et aussi avec les chiens, puisqu'on sait bien que soit dans la nature, d'une manière un peu spontanée, soit à cause des activités synergétiques de l'homme, il y avait des métissages possibles. Par exemple, dans les équipages de chasse à courre autrefois, on mélangeait à volonté les sangs de loup, comme je disais, avec leurs chiens pour leur donner plus de mordant, plus d'allant, plus de force, etc. Donc, le loup tel qu'on s'imagine, il y avait pas, c'est pas une espèce unique, c'est toute une évolution de ce canidé qui, au fil du temps, évolue. Alors, c'est vrai qu'autrefois, on estourbissait le loup volontiers, non pas tellement à cause de sa dangerosité pour l'homme, parce que là, on en reparlera peut-être, mais surtout parce qu'il était un petit peu gourmand de doigts, de moutons, même de chiens. Et on ne se posait pas de questions. Et donc, il y a ce regard-là qui, à partir de l'arrivée du loup en 92 en France, a commencé à changer, puisqu'il s'est devenu d'un seul coup, comme on dit, un animal plutôt sympathique. Et il y a beaucoup de gens qui aiment les chiens, qui aiment les loups en même temps, parce que ça leur rappelle leurs chiens. Et donc, il a été pris un peu sous la protection, sous l'aile de l'opinion publique qui ne veut pas qu'on touche un poil de loup, parce que c'est un animal qu'il faut protéger. C'est devenu une espèce emblématique, une espèce dont tout le monde se saisit, toutes les associations, les spécialistes du loup, etc. Il y a plus de spécialistes du loup en France que de loup, j'en profite pour le dire. Oui, j'ai été trop long, vas-y. Non, tu veux bien, on reviendra sur ces points un petit peu plus loin dans l'entretien. En fait, est-ce que tu veux bien tout simplement nous donner la définition du loup, vraiment d'un point de vue très général, et puis également nous parler des sous-espèces et les endroits où on peut les trouver? Oui, alors le loup, c'est un canidé, ça ressemble en gros à un gros berger allemand. Il a peur de l'homme,
En France, depuis son arrivée en 92, il n'y a eu aucune difficulté de cohabitation avec le loup, à part le fait qu'il attaque des moutons. Il fonctionne un peu comme le chien, à part la reproduction qui n'a lieu qu'une fois par an et non pas deux comme chez le chien. Il met au monde plusieurs petits dans la tanière. En moyenne, chez nous, dans la région centre, en forêt d'Orléans, c'était, d'après les gens de l'époque, 4 ou 5 louveteaux. Il y a une grosse mortalité chez les jeunes loups, parce qu'il y a de la compétition. Dans la période moderne, il y a des accidents beaucoup avec les voitures, parce que les loups, comme les lynx, suivent souvent les chemins ou les routes, traversent les routes et se font renverser. La caractéristique principale des jeunes loups qui naissent donc au sein de cette famille, une famille où, je le dis en passant, il y a le père, la mère, et puis les frères, les sœurs, et peut-être aussi la génération d'avant. Ça peut aller jusqu'à une dizaine d'individus dans une meute. Et ça surprend toujours parce qu'on s'imagine encore une fois que le loup, c'est le père, la mère, et puis les loups chauds de l'année, et point barre. Donc, c'est pas exactement comme ça la réalité. On voit parfois des concentrations, enfin des quantités de loups dans une seule meute qui sont importantes. C'est un animal territorial qui donc défend son territoire contre éventuellement d'autres meutes. Hein. Il n'y a pas deux meutes qui vont se chevaucher. Il ne peut pas y avoir surpopulation de loups, c'est comme pour la plupart, pas pour tous les prédateurs. Et donc ça peut même induire des bagarres assez fortes si un loup, ça vise de pénétrer sur le territoire d'un autre, hein, puisqu'ils marquent leur territoire avec les crocs, les poils, etc. Les jeunes loups, ils font comme les jeunes hommes. Quand le poids de la famille leur paraît un peu trop lourd à porter, ben, ils partent. Ils partent et ils font des kilomètres. L'Office français de la biodiversité, qui est l'organisme public en France qui pilote les études sur le loup, a calculé qu'un jeune loup qui cherche à faire fonder un nouveau foyer, une nouvelle famille, s'installe en moyenne à 200 km environ de la meute des parents, de la meute d'où il vient. Mais avec la miniaturisation des systèmes électroniques de surveillance de tous les animaux, les puces électroniques, les GPS et j'en passe, c'est des meilleurs. On sait maintenant qu'ils sont capables de faire des distances extraordinaires. Alors, les Italiens ont fait des mesures, les Norvégiens ont fait des mesures, les Espagnols en fait aussi, il y en a eu aussi beaucoup aux États-Unis. Un loup, ça peut faire 1000 km, 1200 km. On retrouve cette axe grâce aux analyses ADN, puisqu'avec une analyse ADN pointue, on peut savoir si tel loup qu'on a attrapé à tel endroit a eu de la famille, les parents, à condition qu'ils aient déjà été repérés auparavant ailleurs. Donc c'est comme ça qu'on sait qu'il peut y avoir des grandes distances de déplacement. Et les anciens le savaient aussi. Les agriculteurs, il y a une petite brochure qui s'appelle qui vient de la Société des agriculteurs de France, on doit être en 1879 ou quelque chose comme ça, où le type dit les loups, dans leur jeunesse, sont une sorte de Tour de France, et ils reviennent ensuite au pays. Et c'est là qu'il faut poser des pièges, parce que si on les tue à ce moment-là, on a l'assurance qu'ils ne reviendront plus. C'est une espèce de manière assez particulière de dire les choses, mais ça montre que, si on dissèque un peu la phrase, ils avaient un sens de l'observation assez pointu, parce que ce qu'il veut dire en racontant ça sur l'histoire du Tour de France, c'est qu'il y a certaines périodes où on n'en voit pas, il n'y en a plus, et puis à d'autres, on en voit revenir d'ailleurs, parce qu'ils font un petit Tour de France. Voilà, l'histoire ne dit pas s'ils avaient le maillot jaune, mais enfin, il y a beaucoup à apprendre aussi dans les observations anciennes, si on les dissèque un peu, si on les trie, si on les compare avec nos connaissances actuelles. Donc voilà en gros ce qu'on peut dire sur le loup. J'ai sûrement oublié des trucs, mais voilà, c'est pas un animal extraordinaire, c'est un animal normal, un canidé sauvage, qui fuit l'homme. Alors il y en a partout, il y en a dans les années 40, on pouvait compter, alors j'avais noté ça tout à l'heure, parce que je me doutais que tu allais me poser cette question du piège, 40 sous-espèces. Et il y en a trop, c'est trop. Il y a les scientifiques qui se sont dit aux États-Unis, si on les regroupe un petit peu, on va bien trouver qu'il y en a moins. Et ils en ont trouvé 5, ça date des années 70, je crois. Et en Europe, depuis 1995, il n'y en aura plus que 9. Alors, celle qu'on connaît le mieux, nous ici, eh bien, c'est le Canis lupus italicus, c'est la souche italienne, la variété italienne, la variété géographique, hein, Italie. Il y a le Canis lupus signatus, qui lui est l'espagnol. Et puis, il y a des loups qui peuvent venir d'Allemagne ou d'Europe de l'Est, de Pologne, qui commencent à investir un petit peu le haut de l'Europe.
notamment en Allemagne et peut-être même qu'en France, il y a déjà eu présence de ces loups d'Europe de l'Est. Tous ces animaux-là peuvent, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, se métisser, s'hybrider. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport aux études génétiques, qui sont la plupart du temps faites dans des revues scientifiques anglaises. Donc, ce n'est pas tellement, disons, accessible au grand public, il faut se donner un petit peu de mal, mais on peut là encore raccrocher un petit peu ce que les anciens observaient sur cet animal avec les découvertes modernes. D'accord. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle simplement que vous pouvez utiliser sur la droite de votre écran l'onglet questions pour poser vos questions. Je vois que certains d'entre vous ont déjà commencé à en poser dans l'onglet chat. Alors, ce n'est pas problématique si vous le faites là, mais c'est plus simple pour moi si vous le faites dans l'onglet questions parce que ça me permettra donc de les reprendre à la fin de cet entretien. Oui, Jacques, tu as brièvement abordé la meute. Et tu disais que les connaissances actuelles m'ont justement remis en question les appréciations qu'on avait de ce fonctionnement familial jusque-là. Tu peux nous en dire plus sur la manière dont, pour l'instant, les connaissances scientifiques s'accordent sur le rôle et la manière dont la meute s'organise? Alors, je ne peux pas en dire plus parce que moi, je n'ai pas étudié le loup en liberté, mais ce sont les propos du meilleur spécialiste mondial du loup, l'américain Mitch, qui ont fait une sorte de scandale, une espèce de bombe dans les milieux naturalistes et assimilés, quand il a dit que ce qu'il avait écrit il y a 30 ans ou 40 ans sur le fonctionnement de la meute, ce n'était pas vrai, que maintenant on se rendait compte que c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Donc il a repris ça, ça a été un petit peu développé par la presse, par des magazines spécialisés ou par Internet, et je pense qu'on en est seulement là pour l'instant. On n'a pas encore vraiment travaillé sur le sujet, sauf que ça a l'air d'être quand même quelque chose d'avéré. Et c'est très intéressant parce que ça montre que les connaissances, finalement, elles évoluent tout le temps. Les amateurs peuvent avoir leur place là-dedans. Un jour, j'ai eu une discussion avec des jeunes vidéastes ou photographes animaliers qui sont dans le sud de la France, dont certains sont extrêmement doués parce qu'avec les pièges photos, les caméras automatiques, ils font souvent des images qui sont d'abord spectaculaires au niveau de ce qu'on y voit, au niveau des loups qui grattent, qui font leurs traces, qui urinent sur les souches, qui aboient, parce qu'il y a aussi des aboiements chez nous, il n'y a pas que des hurlements, pour rappeler les petits, on voit les petits se battre, enfin, on voit des choses comme ça. Et ça, ce sont des choses qu'on ne voyait pas avant, qu'on commence à voir maintenant grâce au système des caméras automatiques, des caméras pièges, nocturnes, mais pas que. Et donc, celui auquel je pense, ce jeune naturaliste-là, c'est un naturaliste, il y a peut-être quarantaine d'années, ça fait déjà un petit moment qu'il se promène dans le monde du loup. Je dis, mais pourquoi vous ne vous mettez pas à plusieurs pour faire une espèce d'état des lieux de vos observations et de vos connaissances, photos, vidéos, parce que ça permettrait de travailler d'une manière plus fine sur son écologie, sur sa manière de fonctionner à la meute et au loup, etc. Et il m'a dit, oui, pour ça, il m'a répondu, pour ça, il faudrait qu'il y ait un véritable réseau de collaboration entre le monde des amateurs et le monde des professionnels. Et là, on revient à des problèmes qui sont spécifiquement humains, voire politiques. C'est qu'on a en France un organisme qui est d'ailleurs qui recueille l'assentiment de la plupart des gens, c'est l'Office français de la biodiversité, où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le loup, mais avec des programmes qu'on leur a donnés à travailler et qui sont extrêmement pointus. Il y a ces gens-là, mais ils n'ont pas énormément de moyens, j'en profite pour le dire. S'il y en a qui voient ça, ils vont être d'accord. Et puis il y a aussi toutes sortes d'amateurs qui, alors je vais être un peu méchant, mais qui prennent un peu le loup en otage parce que c'est un animal emblématique et donc chacun veut se l'approprier un petit peu et tout le monde connaît le loup. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu comme pour l'ours et comme pour le balbuzard ou comme pour des tas d'espèces un petit peu symboliques. Donc tout ça, ça ne va pas dans le sens d'une véritable collaboration intelligente entre tous les gens qui s'intéressent à une espèce, comme savent le faire par exemple les anglo-saxons ou les Américains. J'étais allé une année aux États-Unis et j'avais trouvé une espèce de combine pour rencontrer le type qui a fait les réintroductions, les premières réintroductions du loup dans les années
je ne sais plus exactement, 90 je crois, John McIntyre, et le gars s'était déplacé, il a fait des kilomètres avec sa voiture, sachant que je ne parlais pas anglais, pour venir me rencontrer parce que ça lui faisait plaisir de parler avec un Français qui s'intéressait au sujet. Ça m'avait complètement stupéfait parce que moi je ne suis pas du tout un professionnel, je suis un amateur comme tu l'as dit tout à l'heure, et d'avoir une marque d'intérêt comme ça d'un grand, du loup, ça m'avait un petit peu étonné par rapport à nos comportements à nous en France. Et donc je pense que là il y a quelque chose à faire. Je vois sur mon écran que Renault a été déconnecté à cause d'une perte de connexion Internet. Donc j'espère qu'il va réussir à réparer son outil de malheur pour que ça remarche. Mais je vais continuer quand même à répondre donc à cette question. Donc il y a, à mon avis, encore en France de la place pour des études en collaboration entre les gens, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Et dans la région centre, où je suis, on essaye de faire ça et on a de bons termes avec les gens on est en bon terme avec les gens de l'OFB. Et voilà, donc il y a toute une démarche encore à faire pour arriver à mieux connaître le loup. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire puisqu'il est déconnecté, il s'est peut-être fait manger par un loup. Je profite de l'interruption pour signaler à ma cousine Nicole de Lyon que j'ai bien vu qu'elle était connectée. C'est rigolo parce qu'elle ne me l'avait pas dit. C'est bien elle, hein, je pense. Voilà. Donc on va attendre des jours meilleurs et attendre que la connexion se refasse. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On attend. Hop, s'active. Allez Thibaut, remets-nous ça en fonctionnement. Tac. Paramètres. Elle marche pas ou quoi? Hop. Donc, bonjour à tous, on a eu un petit problème de connexion Internet chez Renault. Oui. Du coup, c'est les joies du direct. Oui. Du coup, on va m'envoyer les questions et je vais prendre sa place. D'accord. Alors, je regarde juste les questions. Est-ce que j'ai répondu comme il faut à la dernière question ou est-ce que je me suis emmêlé les pinceaux? Est-ce que ça s'est vu, ça s'est entendu? Bon, pour moi, c'était très clair. Hein. Bon, bah alors ça va. Eh bien, on continue. Donc, juste 2 petites minutes, je prends les questions. Oui. Hop. Hop, on en était à la 3e question, c'est ça. Donc, 4e. Ah oui, alors entrons maintenant dans l'histoire de l'espèce en France. Jusqu'où remontons-nous pour l'évoquer et que s'est-il passé depuis lors? Alors, le loup a toujours été présent en France, hein, bien sûr, hein, comme dans toute l'Europe occidentale. L'intérêt de faire l'histoire du loup, ça peut être à la fois de regarder, c'est de voir combien il y en avait, à quelle époque il y en avait, et comment ça fonctionnait avec les populations humaines. Ça fonctionnait plutôt mal, hein, puisqu'on essaie de les survivre, sauf que au Moyen-Âge, à la Renaissance, ou même jusqu'à la Révolution française, c'était pas très facile, parce que les moyens de destruction étaient quand même très artisanaux. Je dirais que le début de la fin pour le loup, ça a été la loi de 1872 qui a autorisé l'emploi massif de strychnine, de poison violent, et qui a augmenté considérablement les primes à la destruction. C'est-à-dire qu'on donnait à un type qui tuait un loup l'équivalent de peut-être un mois de salaire d'un ouvrier agricole. Donc évidemment, ça motivait les ardeurs. Et c'est à partir de cette période-là, disons en gros 1882 et au-delà, que le loup a commencé à disparaître. Dans ma région, mais c'est vrai aussi dans toute la France, on assiste donc à sa lente dégringolade au niveau des effectifs jusque dans les années 1940 à peu près. Après, il y a officiellement la disparition du loup, c'est 1937. Mais on répète ça en boucle sans trop savoir pourquoi. Mais en fait, on trouve après encore des données éparses. Il ne s'agit probablement pas de loups, disons, implantés en meute stable, mais de loups erratiques qui viennent d'ailleurs. Dans ma région, il y a une chose qui m'avait pas mal intrigué, c'est que dans le Loir-et-Cher ou dans le Loiret, les derniers loups ne dépassent guère 1900-1905. Alors que dans l'Indre ou en Indre-et-Loire, plus au sud ou plus à l'ouest,
on trouve des traces de la présence de l'animal jusqu'en 1920 ou au-delà. Et pourquoi? Eh bien parce que ces départements-là sont plus proches du centre-ouest de la France, la Vienne, les Deux-Sèvres, etc., où les dernières populations de loups autochtones et stables et reproductrices ont été constatées et prouvées. Donc, ça veut dire qu'à partir de ce noyau de population qui était principalement dans le centre-ouest, il y a des éclaireurs qui pouvaient venir jusque par ici, alors que chez nous, on avait commencé déjà à les éradiquer d'une manière assez forte. Alors, voilà, il y a une autre chose que je peux dire à ce niveau-là, c'est que on ne peut pas dissocier le loup de son environnement. Alors, je vais m'expliquer. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'histoire du loup qui disent, alors, il y avait des loups et ils mangeaient les bergères, enfin, etc. Ils donnent des listes épouvantables et j'ai aussi fait partie de cela parce que j'ai cherché aussi ces données-là, des listes longues et impressionnantes de gens qui ont été mordus, mangés par les loups. Alors, là, il y a deux choses. Il y a le problème de la rage. La rage a disparu, évidemment, avec l'arrivée du vaccin de Pasteur. Mais avant, c'était une maladie endémique qui existe encore d'ailleurs dans certains pays et qui provoquait des dégâts extraordinaires aux animaux domestiques et aux hommes. J'ai lu tout récemment un travail scientifique fait par les Iraniens, et c'est pas souvent qu'on le retrouve sur Internet, dans Conservation de biologie ou enfin, je ne sais plus exactement le titre de la publication, où il analyse les attaques de loups qui ont eu lieu en Iran et il explique que dans 60% des cas, je donne les chiffres sous réserve parce que je n'ai pas relu l'article avant cette petite manip avec vous, là, mais une proportion forte de loups qui étaient enragés et puis aussi d'animaux non identifiés, probablement des chiens ou des mélanges de loups et de chiens. Si on compare ce qu'elle pouvait être la campagne en France autrefois, disons à la fin du siècle de Louis XIV, par exemple, à la fin de l'épopée de Louis XIV, où la pauvreté était extrême, et des pays comme l'Iran, ou peut-être l'Afghanistan, ou d'autres pays, ou le Pakistan, on constate qu'on a les mêmes décors quelque part. On a une population pauvre qui est rurale, des enfants qui travaillent dans les champs à partir d'un âge où normalement on va à l'école maternelle, et puis on a peut-être aussi une absence de proie naturelle à cause de la chasse, enfin, ou du fait que les gens cherchent à manger. Et donc, c'était probablement la même chose en France autrefois, enfin, en tout cas, c'est mon hypothèse. Et les quelques accidents qu'il y a eu probablement avec des jeunes bergères de 4 ou 5 ans, en Sologne, en forêt d'Orléans ou ailleurs, d'abord, sont extrêmement rares et pas aussi fréquents qu'on veut bien le dire quand on veut militer contre le loup, ce qui est un petit peu à la mode chez certains pratiquant les sciences humaines, mais il faut l'étudier dans son contexte, dans son ambiance. Et si on a une absence de proie sauvage, une présence forte d'animaux domestiques, de porcs par exemple, qui mangent dans les campagnes, qui vont faire la glandée dans les forêts, on peut avoir des confrontations un peu dramatiques entre l'homme et le loup, mais ça reste accessoire. Et malheureusement, les quelques rares travaux d'historiens qui existent sur le sujet sont souvent pris en otage par les journaux un peu à sensation, qui veulent militer contre le loup et qui prennent comme prétexte que les histoires du petit chaperon rouge ont peut-être dans une certaine mesure été vraies pour affoler un peu les populations. Et on le voit en lisant la presse locale aujourd'hui. Encore ce matin, je lisais un titre flamboyant d'un journal du Sud-Est, je ne sais plus lequel, où on expliquait, vous vous rendez compte, le loup a mangé un chevreuil à 300 mètres de l'église ou de l'école, je ne sais plus exactement. Donc on prend le lecteur en otage, on dit, vous vous rendez compte à quel point il est dangereux, il va même manger des proies tout près de la place du village. Et ça, on retrouve ça régulièrement dans la presse, qui est un petit peu trop à l'écoute de ce que disent les syndicats agricoles hostiles au loup, et pas assez à l'écoute des scientifiques. Parler du loup, c'est pas seulement aligner des listes des nombres de bergers ennuyés par le loup, voire mordus par les chiens enragés. C'est aussi le placer dans son contexte. Et le contexte de la France autrefois n'était pas brillant. C'était une grande pauvreté, la maladie, la guerre, la malnutrition, la famine, etc. Ok, Jacques.
Merci pour tout ça. J'ai disparu de l'écran pendant quelques instants et j'en suis désolé. Tu avais été mangé par un loup, oui. Voilà, mais je vois que tu t'es merveilleusement bien débrouillé sans moi, j'en doutais pas un instant. Je n'ai donc pas le détail de tes propos, mais pour parler donc de la présence de l'animal en France, je pense que ce qui serait bien, c'est que tu puisses donner une sorte d'état des lieux de ce qu'on sait aujourd'hui, de l'endroit où l'animal est présent, donc dans quelle région, et éventuellement combien de meutes est-ce qu'on peut, si c'est le cas aujourd'hui, recenser sur notre territoire. Oui, alors ça c'est une chose qui est assez bien connue grâce aux travaux de l'OFB qui centralisent tout ça. Et donc je vais chercher mon pense-bête là parce que j'ai noté ça pour pas oublier. On a en France actuellement 114 zones de présence permanente du loup, zone ZPP. Zone de présence permanente, ça veut dire qu'on l'a vu pendant un certain nombre de saisons successives. Ça représente 99 meutes, disons 100 au cas où je serais un petit peu trompé. Voilà, donc ce sont des travaux qui sont très précieux parce que ça donne une flexibilité. On sait qu'il y a à peu près 5 ou 600 loups. Je dis à peu près parce que en fait le système de calcul c'est un système un petit peu mathématique qui permet aux gens peut-être de donner un nombre de loups. Les gens posent toujours la question combien il y a de loups. Bon. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est pas tellement de savoir s'il y en a 600 ou 630 ou 570, c'est de voir d'une année sur l'autre comment évolue la population. Autrement dit, est-ce qu'on va remettre le loup à nouveau dans la zone danger d'extinction rapide, hein, ou est-ce qu'on va dire que sa population est encore à peu près hors de danger? Malheureusement, les études qui sont proposées faite et diffusée par les organismes sérieux, type Muséum de sciences naturelles de Paris ou CNRS ou OFB, même Office français de la biodiversité, montrent qu'on n'est pas sorti d'affaire et que là, on va arriver sur des questions qui fâchent. Tuer des loups parce qu'ils mangent vraiment un peu trop de moutons quelque part, on en a tué 120, je crois, en 2020. C'est beaucoup, c'est un quart de la population, c'est 20% de la population que les préfets ont le droit de faire tuer. Et bon, ce ne sont pas les signaux très, très encourageants pour l'avenir du loup, sauf si on change de manière de faire dans les années qui viennent. Alors évidemment, tout le monde est un petit peu attentif à ça, mais tout le monde dit ce qu'il faut faire. Les associations de protection de la nature ou les gens qui s'intéressent aux loups disent qu'il faut arrêter de les tuer parce que c'est contre-productif. Je fais partie d'un petit peu de cela, parce que lorsqu'on qu'on tape trop dans une meute, on déstabilise la meute. On parlait tout à l'heure de la vie d'une meute, comment ça fonctionne, comment les petits apprennent des parents la manière dont on doit chasser, dont on peut chasser. Si on déstabilise la meute, les petits vont faire n'importe quoi, ils vont aller attaquer ce qui est le plus facile, parce qu'ils n'auront pas appris à chasser. Et là, je vais refaire un comeback, un retour en arrière encore sur les histoires anciennes pour dire qu'en forêt de Montargis, c'est une forêt du Loiret, pour les gens qui ne connaissent pas, au 19e siècle, il y a un forestier qui raconte dans son journal de bord qu'il a fait sa tournée habituelle le matin, qu'il a vu des jeunes loups qu'il aurait bien voulu pouvoir piéger, mais bon, il n'a pas pu pour je ne sais plus quelle raison. Par contre, il a vu le vieux loup, toujours le même, celui qui vient se nourrir sur les décharges publiques, qui lui est inoffensif apparemment. Et donc là, ça ne lui pose pas de problème particulier. Alors si on réfléchit à sa manière de dire les choses, au travers de cette page-là, et de toutes les autres pages, toutes les autres descriptions qu'il fait de ses tournées, ça montre que finalement, ce monsieur-là, ce garde forestier, néglige le vieux loup expérimenté qui, lui, va pas vraiment causer de dégâts, mais par contre, il en a gros sur la patate avec le comportement des jeunes. Et ça correspond à ce qu'on a observé dans le sud-est de la France, ou dans l'est, puisque maintenant, il y en a donc, pour répondre à ta question, d'abord, ça a été tout le sud-est de la France, maintenant c'est l'est, et puis il y en a eu aussi un peu plus haut, dans le nord, en Belgique. Et alors, avec cette manie qu'ils ont, les loups, de faire des kilomètres en trottant, on en a vu 6 dans notre région, par exemple, dans notre région centre, on en a vu en Charente-Maritime. Bref, il est en train de recoloniser petit à petit toute la France. Recoloniser, le terme est un peu fort, puisque d'abord, ce sont les incursions passagères ponctuelles. On les voit, puis après, on ne les voit plus. C'est le cas dans notre région centre où on en a vu une fois dans l'Indre, 2 fois
en Eure-et-Loire. On l'entend d'ailleurs pas tellement en Eure-et-Loire, on l'entendait plutôt en forêt d'Orléans ou au Sologne, qui sont des gens boisés, mais il a été plutôt dans les labours. Et il s'est fait piéger bêtement par un appareil photo qu'un chasseur avait installé dans sa propriété, dans le Loir-et-Cher. Et alors, ça a surpris évidemment beaucoup les gens de Charente-Maritime aussi, où on est plus habitué à voir les touristes venir se faire bronzer que de voir des loups arriver depuis le Mercantour. Donc, c'est un animal qui effectivement nous surprend tout le temps. Et à chaque fois qu'il se surprend comme ça, eh bien, toutes les choses bonnes ou moins bonnes qui ont accompagné l'épopée du loup, qui accompagnent l'épopée du loup, son histoire, ressortent. Alors, il y a ceux qui trouvent que c'est une très bonne nouvelle, que le loup va participer à la reconstitution de l'équilibre naturel, etc. Tout ce qu'on dit en général quand on est un naturaliste ou un protecteur de la nature. Et puis, dans l'autre camp, si je puis dire, c'est même pas un camp, parce que c'est plus compliqué que ça. Eh bien, il y a ceux qui veulent absolument pas du loup parce qu'il va manger tous les moutons, etc. Là, je voudrais en faire une petite parenthèse pour dire que c'est très difficile de se retrouver dans les arguments des uns et des autres parce qu'il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux financiers et on ne peut pas être sûr quand un éleveur raconte quelque chose par rapport à des déboires qu'il a eu avec le loup, il n'y a pas parfois une petite arrière-pensée et inversement, il y a des éleveurs qui sont des gens honnêtes et qui veulent simplement faire leur travail, qui n'osent pas trop s'exprimer parce que la tendance, elle est plus à vouloir absolument bousiller du loup que de vouloir cohabiter avec. Alors c'est une problématique qui est la problématique fondamentale la plus importante. Et en ce qui concerne le petit groupe d'amis dont je fais partie, on a réfléchi beaucoup à ça et on a dit qu'on ne faisait pas du loup une espèce taboue, une espèce protégée absolument à tout prix, qu'on faisait confiance aux expertises qui sont faites par l'OSB. Jusqu'à présent, ça ne nous a pas mal réussi parce qu'ils ont une position localement qui est tout à fait correcte par rapport à ça. Il faut que le loup continue à faire partie de la faune française. Sinon, c'est pas la peine de dire qu'on va protéger la biodiversité à chaque virage de discours politique, à chaque élection, etc. Il faut montrer qu'on le fait. Et il y a des gens dans le monde des éleveurs qui sont d'accord avec ça, même s'ils ne le disent pas trop. Et c'est avec eux qu'on voudrait bien fonctionner, parce que la solution, elle est là. Il faut à la fois des prédateurs, la situation est encore peut-être pire pour l'ours, le lynx, pas de disparition, mais il est faible aussi. Le loup, il est toujours dans le collimateur. Il faut qu'on les conserve, mais il faut aussi qu'on conserve évidemment notre élevage traditionnel et notre manière de travailler à la campagne, comme le font la plupart des éleveurs, hormis les quelques extrémistes très très anti-loup qui apparaissent tout le temps dans les médias, mais bon, je pense que les Français sont habitués à faire le tri dans tous ces arguments, toutes ces propagandes, d'où qu'elles viennent d'ailleurs. Il faut se faire sa propre opinion à partir de choses raisonnables. Et je pense que si on fait ça, on arrivera à continuer à avoir du loup en France, partout où il y en avait autrefois, c'est-à-dire partout, sauf en Corse, à part Napoléon, qu'on appelait le loup de Corse, mais ça n'a rien à voir. Ok, Jacques. Ok, merci pour ça. Alors, est-ce que tu veux bien essayer de nous dire en 2 minutes, hein, le temps passe et on a de nombreuses questions déjà qui s'affichent là sur l'écran, nous dire en 2 minutes quelles sont justement, tu as abordé un peu ce point, les mesures qui sont prises par les pouvoirs publics ou les associations, lors de l'arrivée d'un loup, justement, qu'est-ce qu'on fait quand il y a la présence d'un animal dans un département dans lequel il n'était pas présent jusque-là? Voilà, alors c'est tout simple, hein. Vous habitez dans le département machin, vous voyez un animal que vous pensez être un loup le matin en allant chercher votre pain en vélo, vous vous dites j'ai vu un loup, mais c'est peut-être pas un loup, c'est peut-être un chien, comment je fais? Alors là, vous contactez le responsable local de l'Office français de la biodiversité, il suffit de taper sur Internet OFB et puis votre département, et ça vous donne les coordonnées de ces gens-là. Ce sont des experts. Ils vont se déplacer et faire une enquête sur votre observation. Soit ils vont seulement recueillir votre témoignage papier et ils ont après une espèce de grille de lecture des différents témoignages pour éliminer les témoignages fantaisistes, parce qu'il y en a plein. Tout le monde a vu du loup partout. Autrefois on disait on crie toujours le loup plus grand qu'il n'est. C'est-à-dire en fait on exagère toujours avec lui. Soit vous êtes en mesure de leur fournir une photo que vous avez faite ou une vidéo ou leur montrer des crottes ou des poils que vous avez trouvés sur les lieux du carnage, si je puis dire, s'il a tué un chevreuil ou un mouton. Et là, ils vont faire une analyse ADN.
Et après, donc, ils vont signaler au préfet de région, puisque c'est lui qui pilote le plan loup, c'est donc le plan de gestion en gros du loup en France. Et le préfet va écouter les uns et les autres, les experts, va faire instruire une enquête. Et à la suite de ça, s'il s'avère que c'est bien du loup, il va faire un communiqué de presse pour le signaler, pour expliquer aux éleveurs ce qu'il faut faire s'ils ont un dégât dans leur bétail. Alors, il y a des aides financières de l'État, en clôture, en patou, etc., etc. Alors là, la décision revient au préfet. Et on peut dire que le préfet a plusieurs manières de faire. Soit il veut faire baisser la pression dans le monde des éleveurs qui vont s'énerver contre le loup qui aura tous les 25 moutons. Soit il va essayer de calmer le jeu en expliquant ce qu'il faut faire pour essayer de cohabiter avec. Et là, c'est chaque préfet qui, en son âme et conscience, et sans doute aussi avec les instructions qu'il reçoit du central, fera la décision. Alors, lorsque manifestement un loup a, d'une manière un peu trop fréquente, trop prononcée, trop voyante, trop visible, trop forte, attaqué toujours le même troupeau, d'une manière avec beaucoup de dégâts, et que manifestement il n'y a pas moyen de protéger ce troupeau, soit parce que la disposition des lieux s'y prête pas, soit parce que c'est souvent le cas, l'éleveur n'a pas les moyens financiers pour embaucher des bergers ou des aides-bergers, il n'a pas les moyens financiers, je ne te dis pas tout, il va se faire aider mais ça ne suffit pas, donc il va prendre sa décision. Il faut savoir que lorsque l'Office français de la biologie, les experts sont dans l'incapacité de dire si c'est bien un loup ou un chien, parce qu'il y a énormément de chiens qui font des dégâts, qui a fait le coup, le doute profite à l'éleveur. On ne sait pas si c'est un loup ou un chien loup de chèque ou un chien loup de Charlos, puisqu'ils sont très ressemblants au loup. On ne sait pas, on n'a pas trouvé de traces, on n'a pas pu faire d'analyse ADN, on n'a pas d'empreinte, on n'a pas de photos. Donc il y a eu effectivement des dégâts, il y a eu 3 moutons qui ont été estropiés, tués. C'est peut-être du loup, ça n'est peut-être pas. Et si l'éleveur insiste bien, on va lui rembourser quand même les brebis au prix qui est fixé par l'État. Mais évidemment, on imagine bien qu'il y a parfois des gens qui vont en profiter pour se faire rembourser des dégâts qui ne sont pas des dégâts de loup. Alors bon, c'est un petit peu difficile de les accuser toujours de ça, mais ça a existé, c'est peut-être encore. Donc il y a finalement un problème de confiance. Il faudra arriver à mettre en place entre les gens qui défendent la présence du loup dans notre pays et ceux qui en subissent les conséquences. Parce qu'on n'a pas inventé le fait qu'il y a quand même beaucoup de dégâts dans les troupeaux domestiques. Il faudra qu'on arrive à se comprendre et à travailler ensemble. C'est l'idée que défend un des meilleurs spécialistes du loup sur le terrain, qui s'appelle Jean-Marc Landry. Lui, il dit il faut protéger le loup, il faut aussi protéger l'élevage. Si on doit aussi, de temps en temps, tirer un loup, parce que manifestement, il n'y a pas moyen de faire autrement, n'ayons pas de tabou et faisons-le. Son idée, ça choque évidemment les protecteurs à 100% du loup, mais son idée, c'est qu'il faut protéger l'espèce, il faut garantir la survie de l'espèce dans le temps et ne pas s'arrêter à une gestion trop idéologique. Par exemple, le cerf, on en tue combien en France pour protéger les forêts? 100 000. C'est des chiffres extraordinaires. Et ben on dit rien, parce que c'est normal de tuer des cerfs s'ils scannent trop la forêt. Alors, je ne dis pas qu'il faut tuer des loups pour les protéger, je dis qu'il faut essayer de se parler et d'avoir des attitudes qui soient responsables d'un côté ou de l'autre, en gros. Oui. Ce que tu dis là, c'est toute la différence entre la conservation des espèces et le bien-être animal. La conservation a pour objectif de préserver l'espèce dans son ensemble en tenant compte du contexte. Le bien-être animal est plus centré sur l'individu. Et évidemment, ces deux approches ont parfois du mal à cohabiter. Alors peut-être en 2 mots, ton avis personnel sur le fait qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'il faille être pro ou contre. En fait, difficile de trouver un juste milieu. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Tu viens de le dire, parce qu'il y a en gros une mode du bien-être animal qui se développe et les gens sont extrêmement nombreux qui disent en gros, mais le loup c'est un animal superbe. Alors on a des t-shirts avec des loups partout, des tatouages avec des loups. On aime le loup parce qu'on aime son chien.
que par ailleurs on attache tout le temps parce qu'il faut le rendre prisonnier un petit peu du système humain. Hein. Il faut lui mettre des muselières, des laisses, il faut lui dire fais attention où tu marches, il faut lui donner des croquettes, etc. Donc c'est une manière d'aimer la faune qui sentimentalement peut se comprendre. Il y a une sensibilité qui existe dans ce domaine-là et qui est pas contestable ni incontestée, mais elle ne se marie pas forcément avec une attitude un peu pragmatique par rapport aux problématiques de cohabitation de l'homme et du loup qui n'existent pas depuis avant-hier, ni depuis 1992, ni depuis des centaines d'années. Simplement, autrefois, on ne se posait pas ces questions. Aujourd'hui, on se les pose, et c'est sans doute mieux quand même, parce que tout ce qui est violence envers l'animal, ça a du plomb dans l'aile, si je puis dire. On a vu les décisions de Mme Pompili sur les montreurs d'ours, sur les zoos, les ménageries, enfin, etc., qui font râler certains, mais qui font quand même un petit peu avancer les choses du point de vue du comportement. Je pense que la vérité, elle est intermédiaire. Il faut à la fois ne pas rejeter des comportements sensibles comme ceux qui sont représentés par les gens de la mouvance, animaliste. Mais en même temps, il faut aussi raison garder et comprendre qu'il y a des hommes aussi qui existent et donc il faut arriver à faire fonctionner tout ça ensemble. C'est là toute la difficulté. On n'y est pas arrivé, très franchement, pour l'instant. On continue à s'engueuler volontiers, mais il faut aller vers ça. Je crois que c'est mon avis personnel et je pense que d'autres le partagent. Ok Jacques, alors là dans tes propos récents, je pense que ça parle à Fabienne Delfour qui je crois est avec nous là en ce moment et qui répondait il y a quelque temps à mes questions dans un webinaire sur les émotions animales. Donc en effet les perceptions et les émotions ont un rôle à jouer et ça va malheureusement pas toujours dans le bon sens et pas toujours dans la préservation des espèces. Alors maintenant, si tu veux bien Jacques, je passe aux questions de nos, je sais pas comment on dit, nos spectateurs ou nos web spectateurs. Alors d'abord avec une question d'Agnès qui souhaiterait avoir des informations sur les loups dans le Vercors. Est-ce qu'il y en a de plus en plus et est-ce que tu as une idée du nombre d'individus, même si tu as dit que le nombre d'individus n'était pas forcément le chiffre le plus pertinent, mais qu'est-ce qu'il en est dans le Vercors du loup? Alors, dans le Vercors, il y a du loup, je le sais parce que souvent sur les forums internet ou dans les discussions sur les réseaux sociaux, on rencontre des gens qui habitent toutes les régions et je sais qu'il y a des amateurs de loup, des naturalistes et des associations dans le Vercors qui s'intéressent au sujet. Il y en a, mais à la question combien, je ne peux pas répondre tout de suite parce qu'il faudrait que je le cherche parce que je ne me souviens pas comme ça, mais cette région-là. La population est en évolution? Est-ce que ça, oui, tu sais? elle est en évolution grandissante partout. Hein. Alors là, pour répondre aux questions comme ça, qui sont un petit peu difficiles, auxquelles il est un petit peu difficile de répondre à brûle pour point sans avoir potassé longtemps avant le sujet, je voudrais donner une indication technique aux gens. Ils pourront poursuivre ce webinaire en allant se balader sur le site internet de l'OFB, qui est très bien fait et où il y a beaucoup d'informations techniques, chiffrées, géographiques, historiques, etc. sur le loup. C'est loufrance, en un seul mot, .fr. Là, vous arrivez sur le site de l'OFB et vous allez avoir tout par région. Vous allez avoir des articles sur la biologie du loup, sur les études génétiques, sur la manière dont on les compte, enfin, etc., etc., etc. Tout ce qu'on a abordé, peut-être un peu maladroitement aujourd'hui et un peu en amateur, hein, là, vous le retrouvez d'une manière pointue, expliquée, détaillée, et c'est un site incontournable pour avoir une opinion juste au niveau des chiffres et qu'on ne trouve pas dans la grande presse ou sur les réseaux sociaux en général où chacun raconte un peu n'importe ce qu'il veut, n'importe quoi, n'importe comment. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Ok Jacques, alors là par contre une question à laquelle tu pourras répondre ou donner ton appréciation. Oui. Une question d'Anne-Marie qui rejoint d'ailleurs une question de Valérie sur la cohabitation du loup et avec le loup en Espagne et en Italie qui se passe plutôt mieux. Est-ce que là tu peux donner ton appréciation de la raison pour laquelle ça se passe différemment chez nous? On a coutume de dire qu'il n'y a qu'en France que ça se passe mal et de prendre en exemple les Italiens ou les Espagnols
qui font parfaitement les choses par rapport à ça. Et moi, je suis assez circonspect avec ce genre de propos parce que si on cherche un peu, on trouve des choses qui ne sont pas très sympathiques dans les deux pays, du braconnage. En Italie, on laisse volontiers le braconnage se développer, ce qui évite d'effectuer des tirs officiels et donc de mécontenter les gens. C'est des braconniers, ce n'est pas l'État. Et puis en Espagne, il faut savoir qu'il y a toute une fraction de la population qui s'oppose aussi au braconnage et à la chasse, au loup, au point qu'ils sont capables de faire descendre 1 million de personnes dans les rues sur la notion de protection du loup. Et si on cherche un peu, avec Internet, c'est un moyen fantastique, on trouve des histoires de loups braconnés, pendus au pont, etc., en Espagne et en Italie aussi. Et dans les pays d'Europe de l'Est, c'est pas forcément mieux non plus. J'ai discuté avec un ami qui connaît bien la Roumanie. Il dit que si on ne tue pas les loups en si grande quantité en Roumanie, d'une manière éhontée, c'est aussi parce que les paysans là-bas avaient pris l'habitude, pour une raison politique, de se taire et d'être un petit peu soumis. Et les Français sont tous sauf soumis, c'est-à-dire qu'ils râlent tout le temps, ils ne sont jamais d'accord avec rien. Donc ça peut aussi expliquer pourquoi certains pays donnent l'impression que ça se passe tout à fait bien au niveau de la cohabitation avec le loup, et d'autres non. Je pense que les Russes ne sont pas beaucoup mieux, ils tuent volontiers, il y a de la chasse au loup. Aux États-Unis, on entend de temps en temps des scandales apparaître dans les médias parce qu'on a tué un loup dans tel ou tel État. Donc je pense que peut-être qu'en France, c'est très idéologique et un petit peu exagéré, mais partout ailleurs aussi, à mon sens, la cohabitation, elle est problématique, plus ou moins, sachant que comme il y a quand même des régions où on arrive à progresser, je pense notamment aux Abruzzes, où l'utilisation de chiens de protection est bien répandue depuis déjà longtemps, et où il y a moins, semble-t-il, quand même de dégâts qu'en France. J'en profite pour rappeler que c'est grâce à la politique de l'État italien dans les années 70 que en France, puisqu'ils se sont rendus compte que entre Rome et Naples, dans les Apennins, il y avait quelques espèces emblématiques de la faune italienne qui étaient en train de disparaître. Il y avait le loup, il y avait l'ours des Abruzzes, puis je crois une espèce de bouquetin. Et donc ils ont initié une opération validée par l'État, l'opération Saint-François, du nom de Saint-François d'Assise, qui a fait démarrer une politique de protection de ces espèces-là en Italie. Et donc, ils ont pris des décisions fortes, et ça a amené petit à petit la population de loups à augmenter et à se répandre vers le sud, vers la Calabre, etc., et vers le nord. Et c'est comme ça que dans les années 90, les premiers loups sont apparus en France. Les Allemands ont fait la même chose, c'est maintenant autant de meutes en Allemagne qu'en France, notamment des loups en Belgique et aux Pays-Bas. Donc ce retour du loup, malgré les difficultés qui se présentent ici ou là, c'est un phénomène qui est européen, qui n'est pas seulement franco-français. Et donc ça pose sur le fond, évidemment, le problème de la cohabitation de l'homme et du carnivore. Donc les réponses ne sont pas forcément les mêmes partout, mais elles sont de même nature quand même. Pour protéger le bétail. Ouais. Ok. Jacques, une question d'Evelyne qui demande si le loup a des prédateurs en fait en France, en dehors de loups d'autres meutes ou des voitures d'ailleurs, nous dit-elle. La mortalité déjà infantile est déjà forte, puisque la moitié des jeunes loups qui arrivent à l'âge adulte. Hein. Et puis depuis toujours, ça a été une grande tragédie à la vie d'un loup. Il se fait toujours tuer de toutes les manières possibles et imaginables par l'homme. C'est pas un prédateur naturel, enfin si on peut dire, si l'homme c'est naturel, ça existe. Charlemagne a inventé le premier les loups parés, c'est-à-dire les lieutenants de louveterie spécialisés dans la chasse au loup. Toute l'histoire du loup à l'époque et jusqu'au Moyen-Âge et encore après est faite d'histoires épouvantables de tueries. Dans les documents anciens qu'on trouve, quand on fait des recherches historiques sur sa région, sur le loup, eh bien on trouve 90% des histoires de piégeage de loups, de battus au loup. C'est d'abord ça, c'est d'abord un immense cimetière, hein, l'histoire du loup. Il y a assez peu
d'observations qui sont faites par des naturalistes de l'époque. Et quand il y en a qui sont faites, elles sont tellement en décalage par rapport à ce que les autres humains de l'époque disent qu'on est surpris. Il y a par exemple un naturaliste, je crois que ça doit être en 1845, j'ai cette mémoire, qui dit « J'entreprends aujourd'hui de défendre le loup, une tâche immense et pour te dire insurmontable. » Voilà. Il y a aussi des gens dans le camp des naturalistes qui ont pris carrément fait cause contre le loup, comme Buffon qui écrivait « On ne fait rien de bon avec cet animal que sa peau pour avoir des fourrures chaudes et durables. Pour le reste, il est bon. » Voilà. Quand on cherche dans les ouvrages anciens d'histoire naturelle ce que disaient les anciens érudits sur la dangerosité du loup, on est assez surpris de voir que la plupart disent que le loup n'attaque pas l'homme, sauf cas particulier, donc ça arrive quand même, et sauf cas de rage. Et il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes dans les études. Je vous parlais tout à l'heure d'une étude iranienne, là, où le scientifique qui raconte comment il a fait pour compter les différentes victimes humaines, etc., nous dit que pour un certain nombre d'enfants apparemment prédatés par le loup, je ne sais plus le chiffre, il y en a quelques-uns, eh bien, il s'est rendu compte que c'était surtout au moment des moissons que ça se produisait, ces attaques d'enfants. Parce qu'à cette époque-là, les loups ont fait leurs petits, ont besoin de nourriture et cherchent de la nourriture. Et si un enfant de 5 ans garde ses moutons ou ses oies en bordure de forêt, il peut faire une proie facile pour le loup. Alors, il dit ça. Et j'ai rencontré ça aussi dans les mots d'un historien du Loir-et-Cher qui a écrit des choses très pointues et très, comment dire, fines sur le loup. Il lui aussi avait fait des statistiques sur les attaques de loups sur les jeunes bergers, où il explique que c'est l'été, lorsque les loups n'ont rien à manger, que les attaques se produisent le plus souvent. Et alors, ça m'avait, quand j'ai lu ça à l'époque, un petit peu surpris parce que je me suis dit, bon, voilà quelqu'un qui essaie de nous montrer que le loup est une espèce vraiment épouvantable. Mais en fait, d'abord, il dit ailleurs dans son texte qu'on ne saura jamais combien de chiens ont fait ces exactions et qu'on a fait porter le problème sur le loup. Après, bon, voyez, il y a des fois des rapprochements qui peuvent être révélateurs, significatifs entre les observations, si on sait bien les trier, les analyser, si on peut le faire, c'est pas toujours possible, avec les observations d'aujourd'hui. Un autre exemple, c'est les curés qui racontent souvent dans leurs actes d'inhumation comment ils ont enterré tel ou tel enfant tué par la bête. Donc, la bête, c'était peut-être un loup, mais c'était peut-être un enfant qui était déjà mort d'avance et qui a été tué, mangé par les cochons, les sangliers, les mustélidés, les renards, etc., puisqu'on abandonnait volontiers les cadavres dans la nature. Et alors aujourd'hui, on dit que c'était le loup, mais non, pas forcément. Donc là, pour arriver à faire l'histoire du loup, je reprends ce que je disais tout à l'heure, il faut l'étudier dans son environnement de l'époque et son environnement géographique. Il va toujours être le même animal qui fonctionne d'une manière, qui va chercher sa nourriture d'une manière aléatoire, il va être détritivore, il va aller en Italie, les Italiens ont constaté je finis là-dessus, qu'ils mangeaient les boîtes de macaroni dans les décharges publiques. C'est Luigi Guettani, l'universitaire de Rome, qui a présenté ça, il les appelait les loups macaroni. C'est une de ses premières découvertes qui a fait marrer l'opinion publique, c'est que les loups, près de Rome, allaient se nourrir dans les décharges et qu'ils mangeaient les macaronis, les restes de macaroni dans les boîtes de conserve. Donc, en fait, là, en France, ils ne mangent plus de macaroni parce que l'environnement a changé. Il n'y a plus de boîtes de conserve dans les décharges. Donc, il faut absolument que les scientifiques, les amateurs, notamment les naturalistes amateurs, les gens qui s'intéressent à cet animal, prennent l'habitude de considérer que le loup, on ne peut l'étudier et le comprendre vraiment que si on l'analyse dans sa globalité, dans son environnement, et pas seulement comme espèce qui a 2 oreilles, une queue, etc. Ok Jacques, alors peut-être une dernière question à laquelle je répondrai après toi parce que j'ai également une réponse à apporter à Thierry qui dit qu'il se rend cet été dans les Abruzzes pour tenter d'apercevoir des loups en passant du temps dans les parcs et il se demande s'il a une chance d'en voir. Quelle serait ta réponse? Alors, je vais vous répondre par une boutade. Dans les Abruzzes, j'y suis allé.
J'ai pas vu de loup en liberté, j'ai vu des loups dans l'enclos de Pescasseroli. Ça m'a suffi à mon bonheur à ce moment-là, parce que je passais simplement dans la région. Et pour les gens qui suivent ce webinaire et qui sont des habitués des voyages naturalistes, je dirais que moi, j'ai pas jamais fait de voyage naturaliste. C'est pour ça que j'ai toujours été bredouille avec le loup. Parce que si j'avais suivi les accompagnateurs dans les abris en Espagne ou en Finlande, comme vous allez faire bientôt, j'en aurais sans doute vu. Je raconte rapidement les 2 loups que j'ai vus. J'en ai vu un au Québec. Et puis après, je me suis dit, c'est pas un loup. Il a traversé la route, une route forestière. J'étais en voiture. Je dormais à moitié à l'arrière de la voiture. C'est pas moi qui conduisais, bien sûr. Et j'ai vu un truc. Ah, tiens, un loup. Un loup. C'était gros. Et quand je suis revenu en France après les vacances, j'ai cherché à savoir s'il y avait des loups en Gaspésie et j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Donc, c'était pas un loup, c'était probablement un wolf dog, un coy loup, c'est-à-dire un hybride, un métis plus exactement, puisque les hybrides, c'est des espèces différentes, mais le loup, Canis lupus, et le chien, c'est la même espèce. Un métis de loup, de chien et de coyote, c'est là que j'ai appris qu'il y en avait beaucoup, y compris dans les villes aux États-Unis. C'est wolf dog, coy loup. Et donc, j'ai vu un animal qui est peut-être un coy loup ou un wolf dog, et je ne saurais jamais si c'était un vrai loup ou un faux loup. Puis la deuxième plaisanterie par rapport à ça, c'était en Afrique, cette fois au Sénégal, où j'ai fait une photo pas très bonne d'un chacal. J'étais content d'avoir fait une photo de chacal dans le Djouj, en haut, là, le parc des oiseaux. Et en fait, il y a quelques années, j'ai eu la possibilité de discuter avec une photographe naturaliste qui connaissait bien la région et qui avait fait des photos du loup, Canis lupus lupaster, du loup africain. Je pensais moi qu'il n'y avait pas de loup en Afrique. Eh bien, on a pris beaucoup les chacals d'Afrique pour des chacals, alors qu'en fait, il y a des chacals, mais il y a aussi du loup. Et depuis, on a donc appris, avec des collaborations de Marocains, de Tunisiens et d'Algériens, et puis d'autres, qu'il y avait effectivement du loup en Afrique, et que c'était une espèce bien différente du chacal. D'ailleurs, j'avais reçu il y a très très longtemps de ça un message d'un étudiant kabyle qui me disait mais faut pas dire n'importe quoi, dans ma région il y a des loups et les gens du coin l'appellent le grand chacal. Donc j'avais dit ça à un copain algérien, j'ai dit qu'est-ce que tu penses du grand chacal? Il m'avait dit écoute, les gens n'ont pas les connaissances sans doute livresques, mais ils ont une bonne connaissance visuelle, ça ramène un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, et probablement que ce gars-là il connaissait le chacal, il connaissait le Canis lupus lupaster, alors qu'on n'avait pas encore baptisé d'un nom latin ronflant, et donc ça montre qu'on peut aussi, quand on est dans le grand public ou dans les naturalistes amateurs, faire avancer un peu les connaissances en essayant de se frotter les connaissances les uns aux autres, et c'est ça qui est passionnant et qu'on peut aussi pratiquer même si on ne va pas marcher dans les toundras enneigés pour voir des loups comme vous allez faire bientôt. Oui, merci Jacques. Alors en effet, pour compléter cette réponse, Thierry, les probabilités de voir des loups en été dans les Abruzzes, à ma connaissance, sont assez faibles. Voir des loups en été, c'est possible. Et alors, le but de cette webconférence n'est pas du tout de faire de la promo de Saïga, mais simplement, entre parenthèses, donc on travaille, comme Jacques le mentionnait à l'instant, sur un voyage loup qui pourrait avoir lieu justement avec Yves Fagnard, que j'évoquais tout à l'heure, l'aquarelliste belge. Et ça pourrait avoir lieu dans des pays tels que la Biélorussie, la Pologne ou encore la Finlande, en hiver, donc dans la neige, mais aussi peut-être en été. Et en été, on peut en plus, dans certaines de ces régions, voir des ours. Mais voilà, dans les Abruzzes, pas de certitude. Mais en tout cas, tenez-nous au courant avec plaisir. Voilà, écoute, Jacques, je crois qu'on va s'arrêter là. Juste pour dire que j'ai suivi un petit peu les travaux de la personne dont tu parles, là, et puis d'autres qui sont dans d'autres pays. Et aller en hiver avec un accompagnateur local, quelqu'un qui connaît bien le terrain, ça paraît sûrement une bonne formule pour ne pas être bredouille bêtement comme moi j'ai fait. Oui, là, c'est vrai que les probabilités d'en observer seraient assez fortes. Voilà, donc Jacques, merci infiniment pour le temps que tu nous as consacré. Merci à toutes et tous d'avoir été présents ce soir. Avant de nous quitter, je vous annonce la prochaine webconférence dont l'invité sera Christian Véraud, avec pour sujet sur les routes mythiques aux USA. Elle aura lieu le mercredi 30 juin à 18 h et vous pourrez vous y inscrire dans quelques temps. Et je souhaite bien sûr, comme à chaque fois, remercier Thibaut pour la partie technique, Clémentine pour la communication sur cet événement.
et je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée. À très bientôt. Voilà, moi aussi. Au revoir. Au revoir.